Mercredi 23 octobre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Les enjeux et les défis de l'enrôlement biométrique en vue de l'établissement du fichier électoral biométrique pour l'organisation des élections générales de 2020-2021 dans notre pays étaient ce matin au centre d'une conférence de presse animée par le président de la Commission électorale nationale permanente, CENI, Maître Issa Kassouna. Face aux journalistes, il a fait le point sur ces enjeux et les défis de cet enrôlement biométrique avant de répondre à quelques questions de la presse. Je propose de suivre le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. Informé sur les mesures prises dans un souci de parfaire l'organisation sur le terrain concernant l'enrôlement biométrique de la zone 1 Agadez, Dosso, Tawa, Tillabéri, dans le cadre de l'élaboration du fichier électoral, objet de la tenue de la présente conférence de presse du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La CENI se félicite de la formation et de l'installation des commissions administratives dans les régions concernées, de la mise en place des comités de vigilance qui siègent aux côtés des opérateurs d'enrôlement. Le déploiement des kits et du personnel d'enrôlement biométrique dans la zone 1 a été effectif à 100%. Et le dispositif est opérationnel en dépit de quelques difficultés en cours de traitement. Occasion également saisie par le président de la CENI, Maître Issa Kassouna, pour répondre aux différentes questions posées par les journalistes, toutes en rapport avec l'objet du jour. Nous avons une pyramide de la responsabilité dans l'exécution de ce projet. Nous avons les opérateurs techniques. Au-dessus des opérateurs techniques, nous avons les superviseurs. À côté des superviseurs, nous avons les techniciens qui viennent aider en cas de panne de machine. Et au-dessus de tout ça, nous avons des contrôleurs régionaux. Toute cette pyramide a pour objet, de façon descendante, de surveiller à tous les niveaux ce que chacun fait. Lorsque de ce genre d'inaction ou lorsque ce genre d'insuffisance nous est rapporté, nous avons des moyens de communication suffisants, nous communiquons avec les gens, nous découvrons les problèmes qu'il y a et si c'est la panne d'un appareil par exemple qui empêche le bon déroulement ou si c'est une défaillance humaine, nous corrigeons rapidement. Et quand je lance un appel aux partis politiques, à la société civile, au-delà d'elle, aux citoyens, tous ensemble, nous avons intérêt à adhérer à ce fichier parce que d'abord, il nous assure plus de sécurité dans l'exécution des opérations de vote, dans la manifestation de notre volonté de choisir le programme ou le candidat de notre choix. Pour rappel, cette opération qui devrait être effective le 1er octobre 2019 a démarré le 15 octobre 2019. Les équipes de production des émissions Appel sur l'actualité et le débat africain de Radio France Internationale, vous le savez, sont à Niamey pour des enregistrements publics. La dernière série a eu lieu hier après-midi au niveau du Centre culturel Oumaruganda de Niamey pour l'émission Appel sur l'actualité de Juan Gomez. Elle a porté sur le thème l'emploi des jeunes au Niger. Je propose de suivre un résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou. On va repartir pour 20 minutes, assez rapidement, le temps est très très court. L'enregistrement des émissions Appel sur l'actualité et le débat africain au CCOG de Niamey a été une occasion pour beaucoup de Nigériens d'être en contact avec les acteurs de la sphère politique et ceux de la société civile. Aussi, plusieurs sujets ont été abordés, dont entre autres celui du chômage chez les jeunes. Sur ce point, le ministre délégué au budget, Ahmed Djoudou, a affirmé que le gouvernement a créé des emplois pour les jeunes. Le gouvernement prépare un certain nombre de mesures et un certain nombre de mécanismes sont déjà en place pour accompagner le jeune, notamment dans la création d'entreprises. Parce qu'il s'agit, la question de l'insécurité, c'est à la fois une question, la réponse est à la fois militaire, mais aussi c'est à la fois en termes de développement. Ici, on parle de développement parce qu'il faut créer les opportunités de création d'emplois pour le jeune.
que ce soit en termes de leur propre création d'entreprise, mais aussi en termes de formation, pour pouvoir leur donner les moyens eux-mêmes d'être sur le marché du travail. Le point de vue du ministre Djoudid a été désapprouvé par l'acteur de la société civile, Moussa Tchangari. En matière de création d'emplois pour la jeunesse, je pense que le gouvernement n'est pas en train de faire d'efforts particuliers. Nous travaillons sur le budget qui est élaboré sous l'égide du ministre délégué au budget et de son collègue des finances. Il y a la loi des finances de projet qui est là aujourd'hui. Oui. Tout le monde peut prendre et regarder et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose en réalité qui est consacré en termes de ressources pour créer des emplois pour les jeunes. Pour ce qui concerne l'éducation, le représentant du pouvoir, Abdoulaye Garba, a soutenu les réalisations du gouvernement. Ce qu'il faut dire, 17%, c'est vrai. La cible du président de la République, c'est 10%. On est à 17%. Mais attention, l'éducation est à 22%. Sur le point de l'éducation, Moussa Tchangari a contredit les données fournies par le représentant du gouvernement. L'éducation, c'est 13%. S'il vous plaît, Moussa. Alors, depuis que Mamadou Issou est là, il a fait une seule fois 17%. Alors, jusqu'à présent. Au-delà de la question du chômage et de l'éducation, plusieurs autres sujets touchant la vie des citoyens ont été discutés lors de l'enregistrement de ces émissions, ce qui a permis à plusieurs Nigériens présents d'exprimer leur opinion. Voilà, puisqu'il était question des jeunes au cours de ces débats, de ces émissions, donc notamment Appel sur l'actualité, beaucoup de jeunes ont pris part à l'enregistrement. Nos reporters ont recueilli leurs témoignages à la fin. Je vous propose de les suivre. Le débat, je l'ai apprécié modestement, dans le sens où les attentes, l'idée principale même du débat n'a pas été respectée. C'était une idée pour venir donner la parole aux jeunes. Mais malheureusement, ça s'est tourné en match, en duel, en classico entre opposition et majorité. Et on a senti ça dans le public, c'est ça qui est dommageable. Quand on n'est pas d'accord avec le monsieur du pouvoir, on crie. Quand on n'est pas d'accord avec le monsieur de l'opposition, on crie. Malheureusement, ce n'était pas ça l'idée. L'idée était qu'on donne, nous, nos impressions en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on veut. Et parce qu'il y a des problèmes. Quelles sont les solutions? Comment les mettre en place? C'était ça l'idée centrale, mais malheureusement, ça s'est tourné en vinaigre, si je peux dire. Et je sors vraiment très dessus. Mais je crois que c'est un exercice qu'on devrait améliorer et que vous, médias que vous êtes, puissent créer ces cadres-là pour que l'autorité de l'opposition et de la majorité, la jeunesse, ceux qui sont dans les associations, les syndicats, puissent se retrouver autour des thématiques. C'est d'abord une belle initiative parce qu'on a en fait quand même donné la parole au public, mais aussi à des experts, à des ministres, à des cadres de ces pays, de s'exprimer, mais aussi de donner des chiffres, de dégager une tendance claire de la gestion de l'État, de l'affaire de l'État de façon générale. Mais aussi, la deuxième impression que je sais que j'ai compris que aussi les débats, j'étais un peu dessus. Aussi des questions, mais aussi des réponses qui ont été données par des membres du gouvernement, souvent, mais aussi par certains acteurs. Je pense que l'analyse n'a pas été profonde. Les gens doivent pousser l'analyse au fond pour toucher du doigt les vraies problématiques qui nous minent, qui nous dérangent beaucoup plus. Et malheureusement, nous avons assisté aussi en quelque sorte à deux meetings parallèles. J'allais dire des partis politiques où d'autres ont soutien tel membre du gouvernement ou d'autres soutiennent tel membre de l'opposition. Je pense que ce n'est pas ça l'esprit ou bien la volonté de ces débats. Voilà, voyons à présent ce qu'il faut retenir globalement de l'enregistrement de ces deux émissions de RFI ici à Niamey, en termes notamment de prestations des représentants des pouvoirs publics à ces débats. C'est dans ce commentaire signé Ali Sissé Ibrahim. Rien ne va plus dans le bon sens dans notre grand pays, le Niger, que tout Nigérien patriote doit aimer au plus haut point. Oui, une sorte de désorientation s'est installée dans la plus haute sphère de l'État au point où les tenants du pouvoir et les flatteurs qui les accompagnent ont perdu tout contact avec la réalité des problèmes que vivent les Nigériens au quotidien. Sur le plan mondial, le Niger est malheureusement connu comme étant le dernier en termes d'indice de développement humain. Sur le plan interne, les Nigériens peuvent-ils dire qu'ils sont heureux et qu'ils nagent dans le bonheur avec la gouvernance socialiste conduite par le président Issoufou Mahamadou? Assurément, beaucoup de Nigériens honnêtes diront avec tristesse que notre pays que nous chérissons tous va mal, très mal même. La preuve de l'incapacité du gouvernement actuel à répondre aux défis qui se posent à notre société
a été dévoilé au grand jour lors des enregistrements des émissions publiques animées par les journalistes de RFI, à savoir Alain Foucault et Rouen Gomez. L'enregistrement de ces émissions, c'est le lieu de le dire, a été une réussite, car les Nigériens à cette occasion ont eu la possibilité de crier leur amertume et leur colère à l'endroit des ministres et autres défenseurs du régime en place qui ont eu tous les problèmes du monde pour expliquer la marche boiteuse de la démocratie dans notre pays. Lors de ces émissions, le jeune public nigérien qui a assisté ne s'est pas gêné pour huer et désapprouver les réponses apportées par les représentants du gouvernement sur la sécurité, la santé, l'économie, l'éducation et la vie politique. La clameur désapprobatrice de ceux qui ont assisté à l'enregistrement de ces émissions est certainement celle de beaucoup d'autres Nigériens qui n'ont pas été convaincus par les réponses données par les représentants du gouvernement. Un intervenant au cours de ces enregistrements n'a pas hésité de dire sa déception, de constater que les représentants du gouvernement qui sont censés rehausser le niveau des débats l'ont malheureusement tiré vers le bas. Pour notre part, la gymnastique intellectuelle dans laquelle s'est lancé les représentants du gouvernement socialiste pour expliquer les problèmes du Niger nous a laissé avec notre soif de comprendre et d'accepter. Et nous sommes sûrs que beaucoup de Nigériens se demanderont, suite au fiasco des représentants du pouvoir lors de l'enregistrement de ces émissions RFI, dans quel gouffre le socialisme à la nigérienne va-t-il nous engloutir? La résiliation du contrat de Dr Dile Ismoa au niveau de l'hôpital national a posé sur l'hôpital national de Niamey, donc a posé sur la place publique le débat sur la prise en charge de la maladie du cancer au Niger, ce qui a suscité un point de presse animé ce matin par le secrétaire général du ministère en charge de la santé publique. Un point de presse résumé ici pour nous par Ibrahim Abdou et Asmaou Seydou. C'est dans un point de presse que Dr Dile a annoncé la résiliation de son contrat qu'il a lié avec l'hôpital national. Point de presse dans lequel elle a aussi expliqué le contenu du contrat. Malheureusement, le ministère de la Santé, voulant réagir pour apporter, dit-il, des éclaircissements dans cette affaire, a répété la même chose que Dr Dile par rapport à son contrat. Cet agent n'est lié administrativement à aucune structure du ministère de la Santé publique, encore moins à l'hôpital national. L'agent a pris une disponibilité depuis novembre 2018 pour convenance personnelle, dont voici ce qui est son droit le plus absolu. Mais elle a oublié de dire qu'elle a préféré aller travailler dans une ONG que de rester travailler à l'hôpital. Un mois plus tard, après son départ en disponibilité, l'agent a introduit une demande d'autorisation d'opérer ces malades qu'elle aura dépistés dans son ONG. L'hôpital étant une institution publique a accepté de lui faire signer un contrat de prestations payantes. Quoi de plus normal pour l'hôpital de résilier son contrat devant le non-respect des textes, du serment, de l'éthique et de la déontologie. Étant fonctionnaire de l'État, j'ai demandé mon détachement. Et le ministère de la fonction publique me l'a accordé donc en novembre 2018. Ce détachement me permet donc de me consacrer à l'activité SOS Cancer. Mais vous savez, quand on dépiste, il y a des cas positifs, il y a des cas de cancer, il faut les prendre en charge. On est un centre de dépistage, mais il faut une continuité des soins. Et cette continuité des soins, elle peut être assurée que dans les structures publiques de santé, où depuis 2007, la loi de gratuité des cancers gynécologiques et mammaires a été votée à l'Assemblée en 2007. Donc pour faire profiter ces patients de la gratuité, parce que nous on fait le dépistage, on ne fait pas le traitement, la gratuité des traitements, j'ai demandé un contrat à l'hôpital national de Niamey qui me l'a accordé donc en 2018 également, décembre 2018, pour pouvoir faire la prise en charge de ces patients à titre, à savoir une journée et demie par semaine pour faire la chirurgie des cancers, mais également les consultations de cancérologie. Le secrétaire général du ministère de la Santé a, dans son point de presse, énuméré le nombre de chirurgiens que comptent tous les centres hospitaliers du Niger pour contredire Dr Dile, qui dit qu'ils sont 2 oncologues au Niger. Il faut souligner que l'oncologue est ce médecin spécialiste qui fait l'étude, le diagnostic et le traitement des cancers. Ces chirurgiens sont répartis comme suit. Hôpital Amir Boubacar Diallo, 16 chirurgiens. Maternité Issa Gazoubi, 17 gynéco-obstétriciens. Hôpital national, 27. Hôpital général de référence, 9. Hôpital national des Zender, 7. Sans compter
que les chirurgiens des 8 centres hospitaliers régionaux et les gynécologues des 7 centres de santé de la mère et de l'enfant opèrent également les cancers. Pour dire que la prise en charge du cancer est globale, la chirurgie n'est qu'une composante couplée à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Et nous sommes aujourd'hui dans les dernières démarches de la mise en place des machines de radiothérapie, sans compter l'envoi de 6 médecins en formation en anatomie ou pathologie, de 8 médecins en oncologie médicale et de 4 médecins en radio-oncologie. Le tort du Dr Dillé, cancérologue, est d'avoir dénoncé les pratiques mafieuses dans l'évacuation à l'extérieur des malades atteints du cancer. Cette affaire du Dr Dillé Ismoua a également suscité la réaction de son syndicat, le syndicat des médecins spécialistes. Les responsables du dit syndicat étaient ce matin face à la presse pour un point. Ils ont notamment apporté tout leur soutien à Dr Ismoua Dillé, mais aussi dénoncé la mauvaise gestion du secteur de la santé par les autorités en place. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse animé par le secrétaire général du SMES, Dr Kongwise Ziberu. Pour votre information, le Niger ne dispose que de 2 chirurgiens détenteurs du diplôme d'études spécialisées en chirurgie oncologique, appelé chirurgie des cancers, dont Dr Dillé. L'ONG qu'elle dirige n'est pas une clinique privée. C'est une structure caritative qui fait le dépistage gratuit et la sensibilisation sur les cancers. Pour mener à bien cette activité et sur demande expresse de ses partenaires, Dr Dillé a demandé et obtenu un détachement de la fonction publique. Et comme l'ONG SOS Cancer ne dispose pas de bloc opératoire, elle a sollicité l'hôpital national de Niamey pour opérer ses malades à travers une convention de soins. Il faut noter que tout s'est passé bien jusqu'au jour où Dr Dillé a pris son courage à 2 mains pour dénoncer des irrégularités constatées pendant les évacuations sanitaires. Quelques jours après cette dénonciation, le directeur général de l'hôpital national de Niamey a envoyé d'abord le chirurgien-chef et son adjoint, puis la gestionnaire des ressources humaines pour demander à Dr Dillé de suspendre ses activités pour quelques mois parce qu'il est sous la pression du ministre de la Santé publique. La réponse de Dr Dillé a été sans équivoque. Après, c'est le DG en personne qui l'appelle pour la supplier de suspendre car son poste est en danger. Et la même réponse lui fut donnée. C'est ainsi que le 30 septembre 2019, le DG prit la décision de mettre fin au contrat à travers une lettre laconique de 3 lignes sans aucune justification. Cet acte, dont la conséquence est la privation de soins vitaux à des centaines de malades, n'est ni plus ni moins qu'un crime contre l'humanité. Face à cette situation, nous invitons l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à statuer urgemment sur le cas de ces médecins qui déshonorent la profession. Devant cet échec patent sans précédent, cette incompétence notoire et cet amateurisme flagrant, sans égal dans la gestion du ministère de la Santé, vous conviendrez avec nous que la situation est suffisamment grave et que le syndicat national des médecins spécialistes se dressera comme un seul homme pour barrer la route aux fossoyeurs du système de la santé. Nous restons solidaires à Dr Dillé et exigeons plus de transparence dans le traitement de ce dossier des évacuations sanitaires. Toute autre chose à présent, l'atelier national de validation de de planification humanitaire pour l'année 2020 a clos ses travaux cet après-midi, organisé par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires au Niger, OCHA. Cet atelier donc a regroupé 2 jours durant l'ensemble des acteurs humanitaires de notre pays qui ont ensemble évalué les besoins humanitaires du Niger pour l'année 2020 ainsi que les stratégies d'intervention pour les porter. La clôture de cet atelier a été présidée par la coordinatrice humanitaire par intérim du Niger, Madame Félicité Chibanda, que je propose de suivre dans un extrait. Nous voici au terme de 2 jours d'une réflexion intense
qui nous ont permis de jeter conjointement et de façon inclusive les fondamentaux de la réponse humanitaire et du plan de réponse spécifique aux besoins des réfugiés dans le cadre du plan de réponse régional pour les réfugiés. Nous avons ainsi ensemble convenu de l'architecture de nos stratégies au niveau des différents secteurs. Globalement, nous nous acheminons vers des chiffres en hausse de 39% pour les personnes dans le besoin, soit 3,2 millions de personnes en 2020 contre 2,3 millions de personnes en 2019. Notre cible globale pour 2020 est de 1,9 million de personnes contre 1,6 million de personnes en 2019, soit une augmentation de 300 000 personnes représentant une hausse de 20%. Ainsi que je l'ai précisé à l'ouverture, le plan de réponse humanitaire ne peut pas répondre à tous les besoins identifiés. C'est en cela que je salue la parfaite harmonie au niveau du secteur de la sécurité alimentaire, où la cible a été partagée entre le plan de soutien et le plan de réponse humanitaire pour respectivement 51% et 49%. En attendant de disposer de plus de précisions sur les besoins financiers globaux et par secteur, et vu l'obligation pour nous de fournir au niveau global toutes les informations requises, y compris les indications sur les besoins financiers, il a été suggéré de considérer pour le moment et à titre indicatif la moyenne des coûts par bénéficiaire sur les 3 dernières années pour l'appliquer à la cible de 2020. Autre clôture intervenue toujours cet après-midi, il s'agit de celle de l'école professionnelle du LASDEL. Le LASDEL, c'est le laboratoire d'analyse sur les dynamiques de développement local. L'école donc professionnelle du LASDEL sur la socio-anthropologie de la santé. Elle a réuni cette école pendant une semaine les spécialistes du secteur de la santé qui ont ensemble réfléchi sur les conditions et les moyens d'amélioration des prestations dans les services de santé. Le résumé de cette cérémonie de clôture avec nos reporters Chebou Guisso et Ali Cissé Ibrahim. Pendant une semaine, les spécialistes de santé du Niger et du Bénin se sont retrouvés au sein de l'école professionnelle du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local en socio-anthropologie de la santé. L'objectif étant d'innover en ce qui concerne l'amélioration des prestations des services de santé, particulièrement en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Prenant la parole le premier au cours de la clôture de cette école du LASDEL, le directeur scientifique du LASDEL, Abdou El Hadj Dagobi, a remercié tous ceux qui ont participé à la réussite de la 3e session de l'école professionnelle du LASDEL en socio-anthropologie de la santé. Par la suite, ce fut au tour de la représentante du Centre de recherche et de développement international, Marie Glorieuse Ingabire, de dire l'importance de cette session de formation. J'ai vu l'enthousiasme, j'ai vu l'intérêt de tout le monde à apprendre, à partager et puis à pouvoir en fait soutenir les initiatives qui se font chacune de votre côté, mais ensemble pouvoir les diffuser pour que ça aille plus loin. Donc moi j'ai trouvé cette école professionnelle d'une grande importance. Ma deuxième observation porte vraiment sur le leadership des participants, ce que j'ai vu. Et je pense que ça nous interpelle tous, que ce soit le ministère de la Santé ou les ministères de la Santé, ainsi que les partenaires financiers et techniques, de nous appuyer vraiment sur le leadership de nos professionnels de santé de première ligne. Quant au conseiller à la coopération de l'ambassade de la France au Niger, Luc Fabre, il a mis l'accent sur le partage de connaissances. Alors, je voulais féliciter les professeurs, féliciter les intervenants, parce que je suis quand même assez fier qu'ils viennent du Bénin et d'autres. Il faut développer cette dimension régionale et dans tous les secteurs. Il faut partager ces expériences, il faut partager cette invention qu'on ne trouve que sur le terrain. On a trop de théoriciens parfois et on a besoin d'écouter les gens qui travaillent au quotidien, au contact des malades avec toutes leurs problématiques. Alors, procédant à la clôture de la 3e session de l'école du LASDEL en socio-anthropologie de la santé,
Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, Bawan Allah Gouberkoy, a relevé la nécessité d'améliorer les prestations dans les services de santé. L'amélioration de la qualité de la santé constitue une préoccupation de tout responsable de santé qui cherche à répondre aux exigences de services publics et aux droits humains. À partir de cet instant, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la présente formation nous permettra de rentrer de pied ferme dans cette dynamique pour une meilleure prise en compte des aspirations de la population. Enfin, cette troisième école professionnelle du LASDEL en socio-anthropologie de la santé a pris fin avec la remise des attestations de formation aux participants, mais aussi par le couronnement de Marie Glorieuse Ingabire du Centre de recherche et de développement international en Tambra du LASDEL. Pour refermer ce journal, retenez qu'une caravane a sillonné ce matin les rues de la capitale Niamey. Elle a été organisée par les établissements de commerce Namardé International. Elle vise à faire la promotion d'un nouveau produit de ces établissements. Le produit est dénommé Jamila Bouillon Épices. Une équipe de la télévision Labari a suivi cette caravane. Elle est composée de Halidou Bourema et Nafis Azakou. Voici leur résumé. Cette caravane organisée par les établissements Namardé International marque le lancement d'un tout nouveau produit nommé Jamila Bouillon Épices. Ce nouveau produit, le troisième du genre du type Jamila, après la tomate Jamila et la pâte alimentaire Jamila, des produits d'une importance capitale pour la population nigérienne compte tenu des éléments constitutifs de Jamila Bouillon. Les établissements Namardé, en tout cas depuis des années, nous on a en tout cas présenté à toute la population, à tous les Nigériens, le bon produit. Je parle bien sûr de la tomate Jamila. Donc pour ceux qui en connaissent la tomate Jamila, vous le savez certainement, c'est la qualité, et c'est sans colorant, sans conservateur. C'est vraiment la tomate qu'il faut pour le bonheur de toute une famille. Alors pour accompagner ce bonheur, nous avons ce nouveau produit pour vous. Le bouillon Jamila. Nos produits en tout cas sont fabriqués en Italie, et qui parle de l'Italie parle d'hygiène. Les produits Jamila sont consommés dans le monde entier, particulièrement au Niger depuis des années. Vraiment Jamila fait la fierté. Jamila bouillon, et puis c'est un mélange d'épices. Voilà, donc un produit quand même 100% fabriqué du côté de l'Italie. Les revendeurs de produits Jamila saluent cette initiative des établissements Namardé car ces produits sont beaucoup utilisés par les femmes nigériennes. Lalle tomato ke Jamila on a kira zamsin na ga yin boy man sintin ay man yadanda. Au début, moi-même, je n'avais pas confiance en la tomate Jamila. C'est après les témoignages des clients que j'ai pris l'importance des produits Jamila. Concernant Jamila Bouillon Épices, on va essayer de montrer ça aux clients car en ce moment, nos clients préfèrent plus les produits Jamila. Parce que beaucoup de Canadiens sont ni quoi ni na yo ni gidikan c'est bon hino di ne kaniga dai ko ne Jamila tomate da aromage lahi alauna babu ta matsala akwai ciniki. Je vends la tomate Jamila à l'arôme. Je vends la tomate Jamila et l'arôme Jamila. Et Dieu merci, les clientes les apprécient. Car les produits Jamila répondent aux normes de notre société. J'ai commencé à vendre Jamila Bouillon Épices, ça fait seulement 2 jours. Et alhamdulillah, les clients l'apprécient. Il y a d'autres clients qui n'ont pas encore pris connaissance de ce nouveau produit. Mais avec le temps, ils vont le connaître. À noter que cette caravane qui vise à porter à la connaissance du grand public de Jamila Bouillon Épices sillonnera pour cette journée du 23 octobre toutes les 5 communes de la ville de Niamey. Alors, chères femmes, pour une cuisine réussie et appréciée, choisissez Jamila Bouillon Épices.
Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.